podcast. Bonjour, c'est Théophile Cossadlina. Bienvenue dans Le Temps de l'Actu, votre podcast pour comprendre le présent. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, pour votre grande pédagogie. Je vous propose maintenant, si vous le souhaitez, un temps de questions-réponses. Voilà, si vous avez des questions à poser à Caroline Rugoff, je vois pas mal de mains qui se lèvent, c'est super. Hop, voici le micro. Merci. Merci beaucoup, c'était passionnant comme discussion et avec tous les arguments. Vous avez cité le chiffre de plus de 90% d'affaires qui sont classées sans suite. Je me demande quel serait le pourcentage qu'on peut estimer que cette inscription dans la loi pourrait améliorer, et surtout quels sont les autres facteurs, parce que j'imagine que ce n'est pas le seul élément qui empêche les affaires d'arriver à leur bout, mais avoir une meilleure idée de pourquoi on arrive à ce 90% qui n'aboutit pas. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que effectivement, les infractions les viols sont insuffisamment caractérisés. C'est un problème de preuve. C'est un problème de preuve qui mène à des classements sans suite, qui mène à des non-lieux ou des acquittements ou des relax. Toute la difficulté, elle est là. Alors, ce que ça apporterait en termes de pourcentage, c'est très compliqué pour moi de me projeter et de l'envisager. En revanche, ça peut être intéressant de regarder dans les législations qui ont introduit autour de nous le consentement. Et globalement, la tendance est à davantage de condamnations pénales. Maintenant, il faut aller voir peut-être un peu plus précisément au Danemark, en Suède, en Belgique, en Espagne, en Italie, par exemple, pour ne citer que ces pays-là, et voir quelle a été la progression des condamnations. Mais on peut penser qu'il y aurait quand même plus de condamnations. Pourquoi ? Parce que je vous dis déjà, tous les cas où il n'y a pas de contrainte, de menace, de violence ou de surprise, eh bien, pourraient permettre une réponse pénale, ce qui n'est pas le cas actuellement. Si on n'arrive pas à prouver actuellement la contrainte, la menace, la violence ou la surprise, eh ben, il n'y a pas de condamnation possible, l'infraction n'est pas caractérisée. En ajoutant le consentement, on pourrait sortir de ces 4 adminicules et, encore une fois, reconnaître qu'il y a viol lorsque quelqu'un a des rapports sexuels avec une victime qui est complètement ivre. Alors pourquoi je donne cet exemple très souvent ? Parce que les statistiques montrent que beaucoup de viols sont commis sur des femmes qui sont précisément en état d'ivresse. Depuis quand la question d'inscrire le consentement dans la loi, elle se pose en France ? Alors, ça fait déjà beaucoup d'années qu'elle se pose. Si je veux vraiment essayer de trouver une année clé, je dirais 2014. Pourquoi 2014 ? Parce qu'en fait, nous, État français, eh bien, nous avons ratifié en 2014 une formidable convention qui s'appelle la Convention d'Istanbul. La Convention d'Istanbul, c'est une convention au sein du Conseil de l'Europe qui vise à mieux lutter contre les violences faites aux femmes. Or, dans cette Convention d'Istanbul, il y a un article essentiel, c'est l'article 36, et il stipule que les parties signataires de la Convention doivent s'efforcer d'incriminer tout acte de pénétration sexuelle non consenti. Or, précisément, nous avons ratifié cette convention d'Istanbul et nous n'avons pas cette disposition dans notre loi. Or, le traité a une valeur supérieure à celle des lois en droit français et partant, nous dérogeons ici à un engagement international. De même, cette fois au sein de l'Union européenne et non plus du Conseil de l'Europe. Peut-être vous souvenez-vous, en mars 2022, il y a eu un projet de directive de l'Union européenne visant à lutter contre les violences faites aux femmes. Dans ce projet, à l'article 5, il était également mentionné que les États de l'Union européenne étaient incités à incriminer les actes sexuels non consentis. Et souvenez-vous, l'État français s'est arc-bouté et a dit non, on ne peut pas nous valider un tel projet, nous n'avons pas le consentement dans notre définition du viol. C'est la raison pour laquelle le projet de directive a pu évoluer, mais en rejetant cette définition du viol parce que la France, avec quelques rares autres pays, s'y était opposée. Bonjour. Oui. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question sur les avocats et les avocates de la défense, parce que quand vous parlez du procès de la victime, parfois on voit que c'est quand même une stratégie souvent de la défense, d'aller décrédibiliser les victimes. Et avec le contexte du procès Pellico,
on parle de plus en plus d'un code déontologique de la défense, avec des pays qui en auraient mis un en place un peu plus musclé que le nôtre. Du coup, je voulais savoir s'il en existait un en France, de code déontologique des avocats. Est-ce que les avocates qui continuent à vraiment décrédibiliser les victimes sortent déjà de ce cadre-là, ou est-ce qu'on aurait un travail à faire pour l'améliorer? Donc c'est une première question. Et après, j'en ai une deuxième aussi. Donc à titre personnel, j'interviens pour sensibiliser les jeunes sur ces questions-là. Et nous, on a une question qui revient souvent d'une partie des jeunes garçons, notamment, qui voient maintenant certaines plaintes pour viol comme étant une arme un peu de vengeance. C'est-à-dire, après un rapport sexuel qui se passerait mal, les femmes pourraient aller porter plainte en disant que c'était un viol, et qui nous disent que le consentement dans la loi pourrait venir faciliter un peu ça. Donc c'est une minorité, mais c'est une question qu'on a. Du coup, je serais intéressée d'avoir vos arguments pour aller contrer un peu ce type de questions-là. Voilà, merci beaucoup. Alors, sur la première question, je vais essayer d'y répondre. Maintenant, je ne suis pas avocate de la défense, mais oui, en tout cas, j'entends parfaitement. Et à cet égard, on ne peut pas jeter la pierre à ces personnes qui exercent leur mission en faisant ainsi. Et vous feriez sans doute pareil si vous endossiez ce rôle difficile. Toutefois, sachez que oui, il y a une déontologie à laquelle sont tenus les avocats. On pourrait effectivement davantage creuser et préciser certaines clauses qui relèvent de la déontologie de cette profession face à ces questions justement qui viennent toucher l'intimité, la vie privée d'une victime. On pourrait effectivement creuser, peut-être améliorer sur ce champ-là. Maintenant, c'était une question qui relève vraiment de la profession, de la discipline de cette profession et davantage des conseils de l'ordre. Et à ma connaissance, en France, c'est pas une question qui est mise sur la table pour l'instant. Ensuite, pour répondre à ces jeunes qui vous posent cette question, déjà, c'est très bien qu'ils s'interrogent. Hein. Et ensuite, moi, j'aurais envie de leur répondre qu'un rapport sexuel, ça ne doit pas se passer mal. Donc déjà, il faut s'interroger pourquoi, a priori, il s'est mal passé. Et pourquoi, est-ce que cette plainte est réellement une vengeance ou est-ce que l'on est là dans quelque chose qui relève d'une contrainte, d'un désaccord? Parce que le consentement, c'est le consentement au préalable, mais la jurisprudence nous le dit, le consentement, il doit rester présent pendant tout l'acte sexuel. Et ça pose la question du contenu du consentement. Il y a le consentement à la relation sexuelle, et puis après, il y a le consentement à ce qui va être pratiqué dans la relation sexuelle. Donc en fait, il faut vraiment que les consentements soient en symbiose et en accord de bout en bout, j'ai envie de dire. Donc est-ce que certaines plaintes peuvent être des vengeances? J'ai envie de vous dire, oui, ici comme dans d'autres domaines, c'est ce qu'on appelle la dénonciation calomnieuse, et c'est un délit. Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'avais une question concernant le cadre international. Vous avez parlé de la Convention d'Istanbul et d'à quel point la France est contrainte par cet engagement. Alors oui, la France a ratifié cette convention en 2014. Donc nous sommes effectivement dans cette convention. Et le principe en France, c'est qu'un traité a une valeur supérieure à celle de nos lois. Partant, notre loi qui définit le viol devrait ajouter effectivement le consentement dans la définition du viol. Oui, c'est un engagement international et cela nous lie. Absolument. Alors l'idée en plus de l'engagement international, elle est intéressante parce qu'elle vise à allier plusieurs forces juridiques autour d'une même question pour mieux lutter à l'échelle du Conseil de l'Europe, à l'échelle de l'Europe, contre la violence envers les femmes. Donc je veux dire, on est toujours plus fort à plusieurs que tout seul. A priori, il y a une harmonisation des législations et la France reste encore réfractaire à cette question de l'introduction du consentement dans notre loi. Ça n'est plus du tout dans l'air du temps. Les autres législations s'y sont pliées, pourquoi pas nous? Et ce ne sont pas des législations complètement archaïques. Bonjour, j'avais une question. Si on imagine que demain le consentement est inscrit dans la loi, on peut imaginer qu'il y ait moins de classements sans suite et donc plus de procès, ce qui est une bonne nouvelle. Mais je me demandais si quand on voit l'état de la justice aujourd'hui, le projet de budget récent confirme à penser que c'est quand même préoccupant. Est-ce que la justice serait en état, selon vous, d'absorber ce nombre de procès qui pourrait augmenter
de façon importante. Alors, depuis 2022, peut-être savez-vous que les viols ne sont plus jugés devant des cours d'assises avec des jurés. Les viols, aujourd'hui, sont jugés par des cours criminelles départementales. Des cours criminelles qui sont composés de 5 magistrats professionnels. Donc, il n'y a plus de jurés. Alors, pourquoi on a fait ça ? On a fait ça, en fait, parce que, précisément, pour gagner du temps, on ne voulait plus mettre des viols en cour d'assises. Ça prenait trop de temps. Avec, vous savez, un procès en cour d'assises, c'est énormément long. C'est beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'organisation que devant une juridiction correctionnelle. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, on correctionnalisait les viols qui, de crimes, passaient à de simples délits. On les transformait en agressions sexuelles simples, de façon à gagner du temps. Ça s'appelait la correctionnalisation judiciaire, ça. Alors, pour éviter cela, parce qu'en fait, c'était quand même infamant pour des victimes de viol qui devenaient des victimes d'un délit et plus d'un crime, eh bien, on a créé ces cours criminelles départementales. Et ça tend quand même à faire un appel d'air. Parce qu'on ne mobilise plus des cours d'assises, donc on peut penser que grâce à l'éclosion de ces cours criminelles départementales, il faut au moins qu'il y ait un intérêt, eh bien on aurait cette capacité de pouvoir juger. Et enfin, je dirais que le manque de moyens humains, ça ne doit quand même pas être un argument qui doit précéder l'évolution d'une législation dans un sens favorable, il me semble. Moi j'ai peut-être une question, Carole Ardouin-Le Goff, sur la définition du consentement. Si demain on l'inscrit dans la loi, comment ça va se passer ? J'imagine que c'est pas un sujet qui est facile, définir un consentement. Qu'est-ce que le consentement ? Et puis vous l'avez dit très justement, le consentement il peut être au début, mais il faut qu'il dure pendant tout l'acte sexuel. Comment est-ce qu'on ferait ? Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour définir ce consentement ? D'ailleurs, sur qui va reposer le boulot ? Et puis ensuite, par quel bout le prendre ? Alors, sur qui va reposer la lourde tâche de définir le consentement ? Sur nos députés et sénateurs. C'est vraiment leur travail, ils sont là pour ça, pour rédiger les lois. Alors, ils sont conseillés, ils vont être conseillés par des experts qui peuvent parfois être des universitaires ou qui peuvent parfois être des gens de la chancellerie et des grâces. Alors, ensuite, il va s'ouvrir à eux une question certaine, c'est est-ce qu'ils mettent le mot consentement dans la loi ? Ou est-ce qu'ils mettent le mot volonté ? Est-ce qu'ils mettent le mot accord ? Donc là, il va y avoir vraiment une recherche sur la bonne terminologie. Ensuite, ils vont devoir, alors ça, assurément, qualifier le consentement. Parce que le consentement, lui tout seul, ça suffit pas. Il faut à tout prix que dans le texte, il soit mentionné que le consentement est éclairé et libre. Ah oui, parce que sinon on peut consentir, mais en vérité, il n'est pas du tout éclairé et libre si, par exemple, vous êtes sous l'emprise d'un stupéfiant. Bon. Et enfin, troisièmement, il va falloir se demander si on définit ce qu'est un consentement ou si on met simplement le mot consentement en laissant le bon sens et l'intime conviction des juges utiliser la notion ensuite. Voilà, donc effectivement, il va y avoir tout ce travail qui repose sur nos représentants au Parlement, d'une part les députés et les sénateurs. Alors, je rebondis justement sur cette question. Bon, je ne veux pas être trop cru, mais certains actes sexuels se passent après une soirée, après un bar, il y a de l'alcool. Comment est-ce qu'on peut exprimer dans ce cas un consentement si, par nature et de facto, de l'alcool dans le sang d'une personne, vous voyez où est-ce que je veux en venir, comment est-ce qu'on va pouvoir prendre ces mesures ? Alors, on rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure en vous donnant l'idée que la loi pénale peut être éducative, a un rôle pédagogique. En fait, moi personnellement, en tant que maman d'un jeune de 14 ans, je lui dirais, écoute, s'il y a une soirée arrosée et que cette fille, elle est alcoolisée, eh ben tu touches pas. Parce qu'elle est dans l'incapacité de donner un consentement libre et éclairé. Et ça me paraît être quelque chose de normal, que de s'enquérir du vrai consentement de quelqu'un. Le vrai consentement, c'est quand on est tout à fait, quand on a son libre arbitre. Et quand on est sous l'influence de stupéfiants, d'alcool ou d'autres choses, eh bien, si ce libre arbitre n'est pas plein à 100%, eh bien, dans ce cas-là, le moindre des respects, c'est effectivement de ne pas avoir de relations sexuelles avec cette personne. Et j'imagine que la jurisprudence va avoir un rôle très important
derrière dans la définition de ce consentement, puisque aucune affaire ne se ressemble. Voilà, ce sera le rôle des magistrats, le rôle de la justice, d'affiner petit à petit peut-être à quoi ressemblera ce consentement dans la loi. Absolument. Là, ça va vraiment être le rôle des magistrats. Donc, et à cet égard, moi, je voudrais vraiment dire combien c'est difficile d'être magistrat dans des affaires de viol. C'est très, très, très compliqué. Et moi, je leur tire vraiment, je tire mon chapeau parce que c'est vraiment, vraiment très difficile. Et je voulais souligner quelque chose qui est important, qui donne de l'espoir à ceux qui veulent l'inscription du consentement dans la loi. Il y a eu un arrêt le 11 septembre 2024, donc c'est quand même pas très vieux, hein, ça fait quoi, un mois. Et dans cette affaire, il s'agissait d'une femme qui était endormie et quelqu'un est allé s'est inséré dans son lit et l'a violée. Les juges ont d'abord dit qu'il y avait ici une surprise, effectivement, l'élément surprise, un des fameux 4 éléments. Donc ils ont dit que comme il y avait surprise, parce qu'une femme endormie, effectivement, est surprise, ne peut qu'être surprise, il y avait donc viol. La seule chose, c'est que cette personne ensuite a été bien sûr réveillée et elle a complètement paniqué, elle s'est trouvée dans un état de sidération qu'elle n'avait même pas la force et la capacité de fuir, de partir. Et les juges ont ajouté, et c'est ça qui est formidable à mon sens, que l'agresseur a eu connaissance de l'état de sidération de cette victime et que partant, il avait conscience qu'elle n'était pas consentante. C'est quelque chose qui est un appel du pied vers le législateur. Les juges disent au législateur, voilà, il est quand même temps de nous aider, parce que les juges s'en sortent actuellement en essayant de tout couvrir par la surprise. Mais ça suppose pour eux d'interpréter énormément le texte. Alors, c'est bienveillant de leur part pour avoir de la réponse pénale. Mais maintenant, le juge, lui, normalement, il n'est que la bouche de la loi. Si la loi n'est pas bien faite, on complique le travail des juges. L'idée d'améliorer les lois, c'est précisément donner davantage de sérénité aux juges qui déjà a fait face à des situations extrêmement complexes. Donc la moindre des choses, c'est effectivement de lui servir une loi qui est bien construite. Merci beaucoup Carole Ardan-Le Goff pour toutes ces réponses. Est-ce qu'il y a encore une question ? Je crois qu'il nous reste 1 minute à peine, 1 ou 2 minutes. Oui, une question au fond. Et ce sera la dernière. Bonjour, merci beaucoup pour ces éclairages. On a discuté de faut-il inscrire le consentement, mais est-ce que vous avez la connaissance que des députés ou des groupes d'action féministe ont déposé justement cette proposition de loi ? Alors oui, j'ai connaissance d'une proposition de loi qui avait été déposée entre autres par une députée, Madame Sarah Legrain, mais nous avons connu un phénomène ici qu'on n'avait pas anticipé, celui de la dissolution de l'Assemblée nationale. Et depuis, les choses sont au point mort. Mais on a quand même eu un garde des Sceaux qui récemment a dit qu'il était plutôt favorable à l'inscription du consentement dans la loi. Donc ça veut dire que une proposition de loi en tout cas pourrait renaître en inscrivant cela, ou un projet de loi. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Carole Ardan-Le Goff, pour toutes ces réponses, tous ces éclairages, et merci beaucoup au public pour vos questions. Et au Paris Podcast Festival pour son accueil. Bon dimanche à tous. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles, des commentaires et à en parler autour de vous. Rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast, au pluriel, .ina.fr pour un prochain épisode. À bientôt!